Bonsoir à tous et merci de votre fidélité sans cesse au programme de la télévision Shekina et bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Au sommaire, les choses s'annoncent difficiles. Dans quelques jours au Sénarest, les membres du syndicat des agents administratifs et techniciens à la recherche scientifique réunis en assemblée générale ont décidé de durcir le ton dès le lundi 8 mai prochain. Le siège local de la francophonie abrite depuis ce matin le colloque sur la presse privée. Il s'agira au cours de ces assises d'identifier les mots, sinon les difficultés que rencontrent les journalistes de la presse privée au Gabon. Rebonsoir. Pour mettre un frein à la dépravation des mœurs observée dans notre pays en milieu jeune, le gouvernement gabonais a pris en 2009 une série d'importantes mesures. Seul problème aujourd'hui, leur application. Retour sur quelques-unes d'entre elles avec Pierre Parfait Mbadikoum. Au Gabon, pour ralentir la dépravation des mœurs qui s'observe depuis plusieurs années, le gouvernement, en décembre 2009, annonce une batterie d'importantes mesures. Premièrement, interdiction aux enfants de moins de 16 ans de circuler ou de se retrouver dans un lieu public après 22 heures s'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents ou de leurs tuteurs. Pour casser l'affinité qui existe entre les jeunes et l'alcool. Deuxièmement, interdiction aux jeunes d'entrer dans les débits de boissons alcoolisées ou tout autre établissement destiné à la consommation des boissons alcoolisées, accompagnés ou non de leurs parents. Troisièmement, interdiction d'ouvrir les débits de boissons et autres entités destinées à la consommation des boissons alcoolisées aux abords d'établissements scolaires et universitaires. Suite au tapage et banditisme dont se plaignent les populations. Quatrièmement, les gestionnaires des débits de boissons et des entités émettant des nuisances sonores ont été invités à fermer leur établissement à partir de 22 heures sous peine de sanctions. Mais là, les réfractaires sont nombreux. Ces mesures avaient été fortement applaudies par les populations, inquiétées par les allures de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais force est de constater que les autorités de Libreville n'ont pas veillé scrupuleusement au respect de ces mesures destinées à protéger les jeunes contre la dépravation des mœurs. Activité syndicale, la grève lancée il y a quelques mois par la CONACYCEL, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, fait couler beaucoup d'encre de salive. Voici à présent la réaction du président du syndicat autonome du personnel des affaires sociales SAPAS, Pierre Minta, au micro de Fabiola Mengue. Le président du SAPAS, Pierre Minta, rappelle les revendications mises sur la table des négociations par tous les syndicats au début de la grève et estime que la CONACYCEL n'était pas le seul syndicat à lancer ce mouvement. La grève qui est lancée actuellement par le secteur éducation, il faut distinguer que cette grève, les enseignants sont allés en grève, pas parce que les syndicats du secteur éducation ont décrété un mouvement de grève. Les enseignants sont allés en grève parce qu'ils revendiquaient deux choses, le paiement des vacations et le paiement de la paye. Ça, c'était la grève des enseignants. Maintenant, les syndicats étaient en grève pour d'autres points supplémentaires. Il semble ne pas comprendre le fait que certains syndicats restent en grève si les différentes revendications ont été satisfaites. La CONACYCEL est toujours en grève, mais nous constatons que la PIP et les vacations ont déjà été payées au secteur éducation, et que il nous reste, nous, au niveau de la santé et des affaires sociales, le paiement de la PIP aussi. Et si ces vacations aussi ont été payées, cette PIP, si les vacations et la PIP ont été payées à l'éducation nationale, pas parce que les syndicats de l'éducation nationale ont œuvré, jamais. Non. Nous autres, là, nous avons dit lors de la rencontre avec le président de la République, la journée du 27 mars 2017, Ali Bongo Ondimba, président, de liquider le dossier relatif au paiement des vacations et de la PIP au niveau du secteur éducation, parce que l'éducation est une question transversale. Si les enseignants restent toujours en grève, ça voudrait donc dire qu'ils ne respectent plus leur mot d'ordre de grève, parce qu'ils sont allés en grève. Je parle des enseignants qui ne sont pas membres des syndicats. Ils sont allés en grève parce qu'ils revendiquaient le paiement des vacations et le paiement de la PIP. Maintenant que ce PIP est payé, maintenant que ces vacations sont payées, est-ce qu'ils sont toujours en droit de rester en grève? Point d'interrogation. Toutefois, les opinions sont partagées. Pour le syndicat autonome des personnels des affaires sociales, SAPAS, l'heure est à la communication, aux échanges avec le gouvernement pour trouver des solutions aux différents maux qui minent le pays. Pour d'autres,
c'est tout autre chose. Encore de l'activité syndicale cette fois-ci avec la Confédération syndicale dynamique unitaire qui a tenu cet après-midi une conférence de presse dans la perspective, du moins un point de presse dans la perspective de la célébration de la fête des travailleurs appelée couramment le 1er mai. Mais l'intersyndicale s'indigne du comportement du gouvernement. Ephraim Biokedzo et Assadi Kolandon, reportage. Camarades travailleurs, chers compatriotes, nous ne pouvons pas rester insensibles face à cette dérive autoritaire. Nous ne pouvons pas accompagner le gouvernement dans son dessein de tuer l'action syndicale. Comment peut-on être fier d'être à la conférence internationale du travail de l'OIT avec celui qui chaque jour viole les libertés syndicales, bafoue les droits des travailleurs et les conventions de l'OIT que notre pays, le Gabon, a librement ratifiées? Comment peut-on être fier de participer à un défilé devant un gouvernement qui vous plonge dans la précarité chaque jour et qui nie votre existence? Camarades travailleurs, la Confédération syndicale dynamique unitaire vous demande d'avoir un sursaut de dignité pour refuser de participer à une fête du 1er mai avec ce gouvernement où vous êtes chosifiés malgré les t-shirts, la collation et les perdièmes qu'on vous remettra. Rejoignez la Confédération syndicale dynamique unitaire dans son combat pour la restauration de la dignité du travailleur et la réappropriation de notre souveraineté. Avant de terminer, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale face à la menace de liquidation physique des leaders syndicaux de la Confédération syndicale dynamique unitaire en général et ceux de la CONACYCER en particulier, dont le premier acte a consisté à dissoudre illégalement la CONACYCER. Venez vous joindre à nous ce lundi 1er mai 2017 à Wenji pour célébrer notre fête du travail dans l'honneur et la dignité. Fiscalité internationale, convention fiscale entre le Gabon et la France, voilà ce qui a fait l'objet d'une conférence débat animée aujourd'hui à l'Institut national des sciences et de gestion par l'expert français Jacques Vernet devant un auditoire composé essentiellement d'étudiants et du corps professoral. Inès Gongamambo, reportage. Les étudiants de l'Institut national des sciences et de gestion ont été édifiés ce matin sur la fiscalité internationale, convention fiscale entre le Gabon et la France, dans le cadre d'une conférence débat animée par Jacques Vernet, expert français. Occasion propice pour le conférencier d'amener les étudiants à s'approprier les notions de fiscalité pour la poursuite de leur carrière professionnelle. Et ce qu'il faut retenir de l'exposé, c'est que la mondialisation, l'internationalisation dont on parle en permanence, la fiscalité n'y échappe pas, bien au contraire, et que c'est un enjeu, les modifications, les évolutions qui vont avoir lieu, c'est un enjeu pour les puissances économiques actuelles et pour aussi les économies en développement. Et il est important qu'on puisse ensemble lutter contre la fraude fiscale, contre tous les mécanismes d'évasion fiscale qui pénalisent les économies en développement. Ici, le principe de la convention fiscale était de s'assurer que son dispositif permettait d'éliminer la double imposition. Peut-être que ce dispositif doit évoluer. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'éviter qu'il y ait une double exonération. Les participants se disent satisfaits de la dite rencontre et de son contenu, tout en émettant le vœu de voir de telles initiatives se pérenniser. Et je pense que les responsables de cette conférence ont déjà voulu intéresser nous en tant qu'étudiants en sciences de gestion, à nous intéresser sur les métiers de la fiscalité. Donc de comprendre qu'au Gabon, la fiscalité, c'est vrai que ce n'est pas encore développé comme à l'extérieur, mais je pense qu'avec l'avenir, les travaux qui vont se faire, on va de plus en plus développer la fiscalité parce que c'est un métier d'avenir. Vraiment, on est confiant déjà que je suis très passionné par la fiscalité. C'est déjà lorsque j'étais en deuxième année, je pense que j'ai vraiment été passionné par ce métier-là. Et déjà, je sors de là pleinement confiant que peut-être qu'un jour, je serai percepteur d'impôts ou encore inspecteur des impôts. L'application de la meilleure politique fiscale pour lutter efficacement contre la fraude fiscale a été abordée. De la fiscalité gabonaise, elle est la même que celle de la France, des États-Unis ou de tous les pays.
c'est de pouvoir assurer la maîtrise des flux financiers et sa bonne taxation. L'enjeu, éviter la fraude fiscale ou l'évasion fiscale, c'est un enjeu pour toutes les économies, quelles qu'elles soient. Au terme de cette conférence, les étudiants sortent de là bien aguerris. Espérons toutefois que les rudiments reçus ici seront mis en application sur le terrain. Activité syndicale, les membres du syndicat national des agents administratifs et techniciens de la recherche scientifique et technologique ont tenu aujourd'hui une assemblée générale décisionnelle à leur siège du Gros Bouquet. Ils entendent durcir le ton dès le lundi 8 mai prochain. Le point avec Inès Ngungamombo, la caméra est de Mosconi Ngonomba. Déçus du traitement qui leur est infligé non seulement par le gouvernement mais aussi par leur tutelle, les membres du syndicat national des agents administratifs et techniciens de la recherche scientifique et technologique ont tenu une assemblée générale sur fond décisionnel au siège du CNRS de Gros Bouquet afin de statuer sur la situation des salaires et primes impayés ainsi que la ligne de conduite à tenir, le condensé de ce qui ressort de cette assemblée générale avec le numéro 1 du dit syndicat. Nous avons deux soucis majeurs. Donc le premier, il concerne le non-paiement des salaires de la main-d'œuvre payés sur fonds propres, qui jusqu'à ce jour, donc de décembre 2016 à avril 2017, cette main-d'œuvre n'a pas de salaire. Et on avait initié des dossiers pour qu'ils soient basculés au niveau de la MOMP, donc payés par le Trésor public. Mais comme la hiérarchie du CNRS a abandonné ce personnel... Face au mutisme des dirigeants et de la tutelle, les membres du syndicat entendent durcir le ton de manière radicale jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Et on a constaté ce mutisme assassin de la part de la hiérarchie du CNRS. Nous avons décidé qu'à partir de lundi 8, si rien n'est fait, nous, on fait un sitting chez Madame le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur pour que nous soient payés les 5 mois de salaire. Et l'autre point concernait la PIP. Jusqu'à présent, on a payé les autres secteurs ministériels, mais le CNRS, pas du tout. Donc, en un mot, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est ignoré, abandonné par le gouvernement. On paye certains la PIP, mais pas au CNRS, pas à l'enseignement supérieur. Alors que nous avons tous été évalués pour le même titre et au même moment. Donc nous disons aussi, pour cela, nous, à partir du 8, c'est le même mouvement, sitting au niveau du frangipanier, pour que Madame le ministre se lève, pour que nous soient payés cette PIP de deuxième trimestre 2015. Ces pères et mères de famille sont abandonnés à eux-mêmes. Certains ont vu leurs enfants expulsés des salles de classe, dorment à la belle étoile, du fait que ces derniers ne sont plus à même de solder leurs factures, répondre aux besoins de leur famille, faute de moyens financiers. Ne dit-on pas que l'ouvrier mérite son salaire, donc que les pouvoirs publics aient une oreille attentive aux supplications de ses compatriotes qui ne savent plus à quel sens se vouer? Formation, c'est au siège local de la francophonie que s'est ouvert ce matin le colloque sur la presse privée au Gabon, notamment la section Gabon de l'UPF, Union de la presse francophone. C'était en présence du directeur régional de la francophonie, mais il y avait surtout nos reporters, Euphrem Biogedzo et Acer Nicolandon. Réfléchir ensemble sur les questions liées au bon fonctionnement de la presse indépendante au Gabon était au centre d'un colloque initié grâce à l'appui de l'UPF avec le concours des professionnels de la presse privée. Ce cadre d'échange qui a eu pour lieu le siège local de la francophonie a permis aux panélistes d'aborder les questions se rapportant aux exigences de la nouvelle loi sur la presse pour quelle entreprise de presse, avec deux autres sous-thèmes sur la mise en place d'un cadre stratégique pour la durabilité des médias et le numérique, une carte à jouer pour la rentabilité des entreprises de presse. Ce n'est donc pas inutile que les responsables des médias privés se retrouvent ici et multiplient des rencontres pour réfléchir sur les stratégies saines pouvant rendre rentables et viables leurs entreprises de presse. Surtout face aux contraintes de la nouvelle loi sur la presse en vigueur au Gabon depuis janvier 2017. Le représentant régional de la francophonie, lors de son adresse à l'endroit des participants, a reconnu les difficultés qui sont les nôtres dans l'exercice de la profession, tout en souhaitant un meilleur traitement de l'information sans parti pris dans un paysage médiatique où la corruption dicte sa loi au moins nanti.
Et le représentant de la francophonie au Gabon a précisé les difficultés, sinon les maux, que rencontrent les journalistes de la presse privée. Il est au micro d'Efraim Bioguedzo. Certes, les conditions d'exercice du métier sont très différentes pour nombre de journalistes des pays du Sud, confrontés à l'absence de moyens, menacés de poursuites pénales, d'emprisonnement. Et pourtant, nous avons la conviction qu'au nord comme au sud, le rôle, la place, les droits et les devoirs du journaliste répondent aux mêmes aspirations, sont l'objet de mêmes questionnements, se heurtent aux mêmes défis. Mais comment, dans le même temps, concilier liberté de la presse et responsabilité sociale? Comment faire prévaloir l'éthique en toutes circonstances? Comment trouver la meilleure façon de faire prospérer sa pensée sans heurter les convictions propres à chaque citoyen et mettre en péril l'unité nationale, notamment dans les pays en crise ou en sortie de crise? Comment, par ailleurs, mieux prendre en compte les limites subjectives de l'exercice de la profession avec la conscience aiguë que lorsque la presse se trompe, c'est l'opinion qu'elle trompe? Tels sont bien les questionnements qui réunissent dans une même déontologie les journalistes du monde entier. Comment enfin faire évoluer le rôle du journaliste citoyen face à l'émergence de citoyens journalistes, face à l'inflation d'informations diverses et variées sur les réseaux sociaux? Comment mettre de l'ordre dans cette masse de données et de rumeurs? Comment certifier, hiérarchiser, organiser, mettre en perspective ces informations pour favoriser l'analyse, susciter le débat et contrebalancer le diktat de l'immédiateté et du sensationnel ou la tentation du mimétisme médiatique? Tels sont bien quelques-uns des défis qui réunissent dans une même nécessité d'évolution les journalistes du monde entier. Activité gouvernementale à présent, et c'est au cours de la traditionnelle conférence de presse qu'il a animée cet après-midi. Le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibizé, a mis un point sur la décision gouvernementale sur la relance de l'économie gabonaise. Nous l'écoutons. Le plan de relance a été travaillé et proposé par le gouvernement en vue d'une part de tenir compte de la situation économique que nous subissons et qui est née d'une crise pétrolière et qui a même été beaucoup plus loin, puisqu'on parle de la crise commencée en 2008, qui s'est accélérée en 2013. Nous avons été frappés de plein fouet, mais comme nous l'avons souvent dit, parce que le chef de l'État a engagé le pays dans une réelle stratégie de diversification de son économie, nous avons certes été touchés, mais on a mieux amorti le contre-coup que d'autres économies comparables à la nôtre. Et ce plan de relance a été initié par le gouvernement afin de faire en sorte que nous parvenions à maintenir un niveau de croissance suffisant pour que l'économie ne s'effondre pas. Et il s'agissait donc de rediscuter à la fois sur la question de la relance par les infrastructures. Vous savez que de nombreux chantiers avaient été engagés, nombre de chantiers sont également à l'arrêt. Il s'agissait donc d'étudier les meilleurs mécanismes appropriés pour relancer la machine économique à travers la reprise de ces chantiers. Chantiers au niveau des infrastructures routières, mais aussi sur les infrastructures énergétiques et y compris l'infrastructure numérique. Les ministres en charge du budget, de l'économie et de la promotion des investissements ont été responsabilisés par le Premier ministre afin de mettre en œuvre des mécanismes mieux appropriés pour que cette relance soit effective. Je voudrais également indiquer que dans le cadre de la lutte contre les inondations, et chacun a pu observer ces dernières semaines les difficultés dans lesquelles se trouvent un certain nombre de compatriotes dès qu'il y a des pluies. Et cela concerne aussi bien les zones à risque que constituent les différentes habitations le long des bassins versants, que les zones en centre-ville où là aussi on a pu observer des inondations. Le vice-premier ministre en charge de l'habitat a donc présidé un atelier dont le but est de rechercher les solutions les mieux adaptées pour lutter contre le phénomène des inondations, liées à la fois au changement climatique, mais pas seulement, liées également au problème d'infrastructure, aux constructions anarchiques et à des problèmes de comportement
qui font que souvent les lits de rivière sont touchés, ne sont pas entretenus, et il y a donc des inondations. Et le gouvernement, à travers l'action du vice-ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat social, entend proposer des solutions pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Le porte-parole du gouvernement est par ailleurs revenu sur le secteur de l'éducation en évoquant les mesures prises par le gouvernement sur le paiement des primes et vacations et la poursuite, ou du moins, et le réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, qui a connu une importante situation de quasi-crise depuis de nombreux mois. Les syndicats s'étaient mis en grève et le gouvernement s'était engagé en fonction de ses disponibilités financières à résoudre le problème. Aujourd'hui, le gouvernement a payé aussi bien les vacations que la prime d'incitation à la performance, ce qui fait que les cours ont repris progressivement. Et pour ce qui est des 800 enseignants dont les salaires avaient été suspendus, seuls 17 n'ont pas repris les cours. Et donc dans les prochaines semaines, une procédure de radiation les concernant va être engagée. Dans tous les cas, le ministre en charge de l'Éducation nationale a mis des inspections sur le terrain et qui ont révélé deux groupes d'établissements. Des établissements qui ont été fortement atteints par la grève. Il y en a à Libreville, tel que le lycée Paul Djedje Nounjou. Il y en a à Port-Gentil, comme les lycées CH Tobia et les lycées techniques. Il y en a aussi dans la banlieue sud de Libreville. Ce sont des établissements qui ont perdu entre 8 et 12 semaines de cours. Il s'agira donc de réorganiser le calendrier scolaire pour que l'année ne soit pas perdue. Et comme nous l'avons indiqué, le gouvernement n'entend pas faire en sorte que cette année soit blanche. Et donc il y aura un réaménagement du calendrier scolaire qui sera rendu public par le ministre en charge de l'Éducation nationale en temps opportun. Mais nous espérons simplement que chacun des enseignants qui a repris les cours ne fera plus une grève du zèle par une simple présence en classe, mais que les enseignements seront effectifs pour sauver l'année scolaire de nos enfants. Actualité hors de nos frontières, et les Sénégalais et les Tchadiens sont désormais libres après la condamnation d'Hissène Habré. L'ex-président sénégalais a été rendu coupable de crimes contre l'humanité par les chambres civiles africaines. Reportage. Le Tchad, libéré des crimes d'Hissène Habré. Plus de 3500 km séparent la capitale N'Djamena du lieu du procès à Dakar. Mais les réactions des victimes sont les mêmes. Des cris de joie et de soulagement après le verdict des chambres extraordinaires africaines qui confirme la condamnation à perpétuité de l'ancien président tchadien. Enfin, Dieu a répondu favorablement aux cris de nous qui sommes les victimes, nous qui étions les sans-voix, les veuves, les rescapés. Enfin, et là, c'est une grande victoire pour le Tchad. Non seulement pour le Tchad, mais pour l'Afrique entière. Les charges contre l'ancien dictateur étaient nombreuses, mais il était accusé notamment de viol et esclavage sexuel. Une commission d'enquête évolue à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes ou exécutées sous son règne. En 1982, Hissène Habré s'empare du pouvoir par les armes. Il devient ainsi le 3e président du Tchad. Un début de règne marqué par la répression. Mais le verdict est considéré comme un message fort envers d'autres dictateurs. C'est une leçon que les autres chefs d'État africains, voire même notre chef d'État actuel, le Tchadien, cette leçon doit le travailler. Plus jamais ça dans le monde, plus jamais ça ici au Tchad. Le verdict de la Cour met fin à un procès historique mené par les victimes pendant plus de 16 ans. Reste à savoir s'ils seront véritablement indemnisés. Le juge a ordonné que les biens de Habré soient saisis, estimant que près de 135 millions de dollars devaient être payés aux survivants de ces atrocités. Et pour la précision, Hissène Habré, c'est bien l'ex-président tchadien et non sénégalais, comme précédemment entendu. Nous restons toujours sur l'international, cette fois-ci en France. Après le premier tour des résultats d'élection présidentielle, les lycéens français ont barré les rues de la capitale française. Disent-ils, ne se reconnaissent pas dans les programmes de société des deux finalistes de cette élection présidentielle. Reportage.
Le message des lycéens qui bloquaient ce matin le lycée Voltaire est on peu plus clair. Sur l'amas de poubelles devant la porte, leur slogan « Ni patrie, ni patron, ni Le Pen, ni Macron ». Au total, une vingtaine de lycées de la capitale étaient concernés ce jeudi par les blocages et les rassemblements. Devant cet établissement du 20e arrondissement, ces lycéens se sentent frustrés par le résultat du premier tour. C'est pas ce que la majorité des jeunes auraient voté. C'est pas des candidats qui représentent notre tranche d'âge et c'est pas du tout nos idées. À court terme, Macron serait peut-être moins pire, mais à long terme, il ferait peut-être encore plus de dégâts parce qu'avec Le Pen, tout le monde serait déjà dans la rue. Enfin, je veux dire, on l'attend au tournant. Alors que Macron, ça serait peut-être des dégâts qui se verraient plus à long terme. Parmi ceux qui sont en âge de voter, certains assument le choix du nini. Moi, je serais abstentionniste. Pas seulement pour être comme ça sur le côté, mais pour respecter mes convictions. Et c'est aussi un petit peu une stratégie pour essayer d'affaiblir Macron quand il sera élu. On est persuadé que ce sera Macron qui gagnera. Tous ne partagent pas cet avis. L'abstention représente pour eux un danger. En tout cas, il ne faut pas voter Marine Le Pen. Du coup, je préfère dire ne votez pas Marine Le Pen plutôt que ne votez pas Macron ni Marine Le Pen parce que bon, vaut mieux voter Macron quoi. Les manifestants se sont rassemblés place de la République avant de rejoindre la place de la Bastille. Après leur passage, quelques vitrines endommagées. Des échauffourées ont aussi opposé les manifestants à la police. Nous en venons à présent à votre rubrique Expression libre. La question du jour est de savoir quel est le pays qui a la plus grande réserve de pétrole au monde. Ce n'est ni le Gabon ni le Koweït, c'est bien le Venezuela. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.